Peltrul Rinpoche, le docte et glorieux roi, présenté et traduit du tibétain par Jean-Luc Achard, édition Les Deux Océans. Instruction technique. Selon les diverses lignées de la section des préceptes, la transmission orale des instructions pratiques concernant l'éradication de la rigidité, et auxquelles Peltrul Rinpoche lui-même est rattaché par sa propre lignée, peuvent s'envisager sous des angles très variés. On en verra ici deux aspects très importants. Le premier est appelé dans cette transmission orale les instructions essentielles sur l'éradication de la rigidité, dont on trouve de nombreux exemples écrits, voire notamment la tradition du Longtsel Nyingtik de Ratna Lingpa. La seconde, plus célèbre, peut-être, traite du système des 4 accès naturels. Les instructions essentielles sur l'éradication de la rigidité. Les préceptes qui constituent la matière même de ces instructions essentielles se composent de 6 sections complémentaires. La réflexion sur la source, la demeure et la destination des pensées, la confrontation directe et soudaine à l'état naturel, la séparation du pur et de l'impur, l'expérience fondatrice du calme, base de l'éradication de la rigidité, la contemplation de l'état naturel et l'atteinte ultime de l'éveil vierge d'élaboration. 1. La réflexion sur la source, la demeure et la destination des pensées. Il va en premier lieu s'agir de réfléchir sur la source de l'esprit et d'examiner si on peut la découvrir dans les objets extérieurs tels que la terre, les rochers, etc. En fait, tout ce qui constitue les calices et les élixirs. Pratiquement, cela signifie chercher à savoir si l'esprit provient des choses extérieures et si oui, de quelle manière il apparaît. On examine tout cela soigneusement et l'on s'absorbe intensément dans cette réflexion. Cette pratique est qualifiée de méditation analytique ou introspective. Ensuite, on examine si la source de l'esprit se trouve dans le corps et si l'on pense qu'elle s'y trouve effectivement, il convient de déterminer si on peut la découvrir dans le haut ou dans le bas du corps. Cette méthode est très pragmatique car il s'agit avant tout de débusquer les fantaisies et les imaginations que l'esprit lui-même forge sur sa propre nature. On examine donc si cette source se trouve dans l'abdomen, dans le tronc, dans les divers membres, dans les organes internes, etc. Et si on peut lui trouver une localisation quelconque, il faut alors montrer la manière dont l'esprit demeure en ce lieu éventuel. Maintenant, on aborde la méditation d'accès, ou d'entrée dans l'état naturel. L'esprit s'exprime dans la diversité des pensées, des cogitations de l'intellect. Mais d'où proviennent-elles? Quelles sont leurs caractéristiques? On s'interroge ainsi sur l'essence de l'esprit et on recherche minutieusement s'il possède une ou des couleurs spécifiques, s'il a une forme particulière, etc. Il est important qu'à ce stade, les débutants soient guidés par un maître expérimenté qui pourra répondre à toutes les questions susceptibles de se poser dans la pratique. On poursuivra l'investigation en examinant la nature de la discursivité pour vérifier si elle existe réellement ou si elle n'est qu'une chimère. Qu'est-elle par rapport au vide? Si on ne lui trouve pas de caractéristiques particulières et que l'on conclut qu'elle est vide, alors de quelle manière est-elle vide? Que lui manque-t-il pour être vide? Et si elle est réellement vide, la discursivité elle-même, comme un écho ou un vent qui souffle dans le ciel pareillement, vide de l'esprit? L'esprit lui-même et les pensées discursives sont-ils identiques ou différents? S'ils forment une seule et même chose, d'où proviennent alors la manifesté et le vide, le calme et le mouvement? S'ils sont différents et qu'ils s'avèrent séparés, où se trouve la limite qui les distingue? D'où provient alors la source même de l'égarement? Qui crée les distinctions entre soi et autrui? Toutes ces questions doivent être abordées avec patience et sérieux, et on ne devra procéder plus avant qu'après être parvenu à une certitude et une assurance stable dans les réponses que l'on peut fournir. Il n'y a en fait qu'une réponse à tout cela, mais il est préférable de la laisser en suspens et de conserver au lecteur la primeur de la réflexion et de la découverte de la nature même de l'esprit. La réponse unique est d'ailleurs aussi paradoxale que les questions soulevées par cette investigation. La confrontation directe et soudaine à l'état naturel. Cette confrontation est effectuée oralement, à la fois de manière directe et symbolique, par le maître. Elle a lieu en privé, parfois au cours d'un rituel de consécration, ou comme dans le cas présent, lors de la résonance intime entre le maître et le disciple. Il est peut-être préférable de ne pas traduire ce genre de confrontation pour lui conserver sa fraîcheur et sa surprise, aussi déstabilisante pour l'esprit discursif que révélatrice pour la connaissance de l'état naturel.
Je me contenterai donc de la synthétiser sans anticiper sur sa valeur pratiquement théâtrale qui ravit et ouvre l'esprit à une autre dimension, au discernement de l'état primordial. De surcroît, son propos a formé la trame du Docte et Glorieux Roi qui en expose les principes fondamentaux sous la forme d'un conseil précieux et véritablement concret pour la pratique. 2.1. Les principes de la confrontation. Foncièrement, la confrontation consiste dans un premier temps à montrer aux disciples que l'absence de source de l'esprit est le corps absolu, que son absence de demeure est le corps de jouissance, et que l'absence de destination des pensées est le corps d'apparition. Le dynamisme incessant de cet état constitue notre propre esprit vide. Ce vide ne relève pas du réductionnisme de la voie du milieu, Madhyamaka, mais bien du vide essentiel de l'esprit, qui est à la fois vacuité et manifestation. Ces deux modalités s'expriment en une union spontanée qui est elle-même l'expérience directe de la liberté naturelle. En effet, lorsque les manifestations apparaissent et sont effectivement reconnues comme vides et nées du vide, comme un dynamisme inhérent à la nature même de l'esprit, alors ces manifestations, ces pensées, etc., se libèrent naturellement d'elles-mêmes, sans qu'il soit besoin d'appliquer à chacune un antidote spécifique. Cela signifie également que toute l'existence manifestée, tout le samsara nirvana, n'est qu'une projection de l'esprit et une expression dynamique de notre propre discernement. La notion de vide qui est mise en évidence comme étant l'essence de l'état naturel est souvent comparée au ciel en tant qu'élément, mais ce n'est qu'une illustration servant à démontrer l'infinitude du vide, car le ciel est un vide sans discernement. Cette essence n'est pas non plus comparable à l'air en tant qu'atmosphère, il s'agit plutôt d'un vide qui s'exprime par une absence d'objet et de sujet qui s'en dote, une absence de caractéristiques résumables à des teintes, des formes, etc. Néanmoins, toutes ces considérations privatives n'en font pas pour autant un néant, car ce vide est bel et bien animé d'un dynamisme incessant, lequel pourrait être, si l'on souhaitait l'exprimer en ces termes, la caractéristique même du vide réel de l'essence, et non pas la représentation théorique de la vacuité comme absence d'existence inhérente. Le dynamisme même de cette immensité céleste de l'essence est discernement, et rayonne naturellement de lui-même. Si cette luminosité qualifie parfaitement la nature de l'état primordial, sa vacuité est propre à illustrer la nudité de notre discernement, que l'on ne peut désigner du doigt tant son expérience est transcendante et défie l'intellect et ses réductions analytiques. Cette reconnaissance constitue en elle-même la confrontation directe qui confère au Dzogchen sa supériorité sur toutes les autres voies. En vertu de cette confrontation, l'éveil du discernement est vu clairement et vécu de manière concrète. S'il n'y avait pas de retour à l'égarement et de nouvelles identifications au discours intérieur, cette reconnaissance pourrait se sublimer en une réalisation définitive. Autrement dit, elle est, pratiquement, un avant-goût de l'éveil définitif. 2.2. Le déroulement idéal de la confrontation. Les sites propices au déroulement de la confrontation doivent être parfaitement isolés. Il peut s'agir du sommet d'une montagne si celui-ci est agréable, d'une plaine herbeuse, d'un plateau désertique, des berges étendues d'un fleuve, etc. L'important est que le site choisi soit parfaitement désert et que personne n'y vive. Lorsqu'un tel lieu est trouvé, le maître et ses disciples s'y rendent et ces derniers installent un trône élevé sur lequel le maître prend place, vêtu des plus exquises soieries et coiffé d'un chapeau de lotus. Au-dessus de lui est placé un parasol, tandis qu'alentour sont dressées des bannières de victoire. Ensuite, les disciples s'engagent dans la pratique du Guru Yoga et offrent un mandala d'or et de turquoise au maître. Ils préparent également un festin d'offrande avec torma pour les daikini et les protecteurs de l'enseignement, puis s'exercent à développer une foi et un respect sans borne pour le maître. Ils lui adressent des prières, font des circumambulations autour de lui, récitent le mantra des 100 syllabes, etc. Après cela, ils offrent au maître un mandala d'or, puis un mandala de substance médicinale, et enfin un mandala de graines à 7 reprises chacun, tout en lui adressant de ferventes prières. Au terme de ces préparatifs rituels, les disciples s'installent en face du maître, dans la posture en 7 points du Vairocana. Après la récitation d'une prière du maître, ils s'exercent à recevoir par la visualisation les consécrations, et imaginent qu'ils reçoivent clairement et de manière effective la réalisation du corps, du verbe et du cœur du maître, ainsi que ses bénédictions, sa compassion, l'ensemble étant instantanément transmis à leur corps, leur parole et leur esprit. Les disciples s'exerceront à cette visualisation avec dévotion et conviction, et de son côté, le maître devra se concentrer sur la transmission de sa réalisation et de ses bénédictions à ses propres disciples. La confrontation a verbalement la teneur suivante. Ô fils de noble clan, ne laissez pas les concepts passés et futurs de l'esprit se projeter. Pendant un instant, ne corrompez pas la clarté de votre esprit avec les songes de quelconques espoirs.
Ne vous attachez pas à l'expérience de la clarté ni à celle du calme et ne vous attachez pas au mouvement de l'esprit. Demeurez dans la clarté et vacuité de votre propre essence nue, sans saisir les manifestations et les perceptions des 6 associations de conscience. Demeurez transparent dans l'état libre de l'intellect et sans objet. Pour accroître l'expérience directe de la clarté, le maître prononcera 3 ou 7 sons fat de manière soudaine et tranchante avant de poursuivre. Ô fils de noble clan, votre esprit présent est cette clarté naturelle, nue, vierge d'attachement et intrinsèquement pure. Elle est totalement libre de toute élaboration intellectuelle, légère, claire et animée d'un dynamisme de manifestation auquel vous ne devez pas vous attacher. Cette clarté s'exprime en une expérience indicible et en une unité que l'on ne peut décrire par des mots et que l'on appelle la grande perfection du principe de l'état naturel. Le grand symbole, la consécration au dynamisme du discernement, mais aussi la vision supérieure, la vue, la réalisation, l'éradication de la rigidité. Même si différents noms lui sont donnés, il faut savoir qu'en réalité il s'agit de l'état naturel primordial, de la nature purissime, autrement dit de notre propre discernement, qui est l'état véritable de Sanmatanbhadra, sans aucun défaut. Pratiquez ce principe sans jamais vous en séparer. Lorsque vous réaliserez ce principe, vous comprendrez que vous demeurez en lui depuis l'origine, et que c'est vous qui laissez émerger en votre propre essence les multiples conceptions entachées par l'ignorance. À présent que la rencontre spontanée avec le plein éveil s'est effectuée, ne vous en départissez jamais plus, car elle vous conduira indébutablement à l'obtention de l'éveil en une seule vie. Fin du discours du maître. La révélation de l'éveil à travers cette confrontation est comparée au mendiant démuni qui trouve la pierre philosophale. Lorsqu'on a été effectivement confronté à la nudité de notre propre discernement, l'on peut jouir de la contemplation des Bouddhas et la cultiver aisément et sans aucun effort corrupteur. La séparation du pur et de l'impur. Cette troisième section décrit l'entrée dans la pratique concrète de l'éradication de la rigidité. Dans un premier temps, on pratique la respiration en forme de vase, kumbhaka, et l'on procède à l'exercice yogique permettant au discernement de faire la part du pur et de l'impur. Dans ce but, on s'installe dans la posture en 7 points de Vairocana et l'on se visualise sous la forme de son propre yidam. L'on procède ensuite aux exercices respiratoires permettant de purifier les canaux internes. Ensuite, on conserve un rythme respiratoire lent et doux avec de longues inspirations. On compresse l'air sous le nombril et on tire légèrement le souffle inférieur. Simultanément, on fixe le regard dans le ciel à une distance d'un empan à partir de la pointe du nez, tout en concentrant l'esprit sur un A blanc, immobile dans l'espace devant soi. Alors on expire lentement et l'on reste ainsi de manière naturelle et ordinaire, sans que les lèvres et les dents ne se touchent. On s'entraînera à cette pratique pendant 2 jours entiers, au terme desquels les impuretés liées au souffle et à l'esprit seront séparées de la pureté de ces mêmes souffles et esprits. Alors la sagesse émergera dans toute sa limpidité naturelle. Ensuite, on s'exercera en employant le même yantra, en dirigeant toutefois le regard sur la pointe du nez. On contemplera alors en nous, et non plus vers l'extérieur, sans se perdre dans les analyses et les examens intellectuels soutenus par le discours intérieur. On ne s'investira dans aucune saisie dirigée sur de quelconques objets, et on se laissera simplement absorber par le flot naturel de la méditation. Pour accroître la clarté, si celle-ci fait éventuellement défaut, on prononcera le son fat. La stabilité de l'état naturel doit alors être telle que même si l'on s'exerce à projeter des concepts, ceux-ci ne s'élèvent pas et simplement l'on demeure dans un calme extrêmement limpide et vif. On méditera de la sorte pendant un jour entier ou aussi longtemps qu'on le souhaitera. Puis on s'entraînera à l'exercice suivant. Tout d'abord, on conservera la même posture, ou yantra, que précédemment. On réévoquera l'état du discernement et l'on dirigera fixement le regard sur l'espace médian. Le discernement cheminera alors à partir du cœur en empruntant le canal de cristal et jaillira par les yeux pour iriser l'espace médian. On méditera ainsi en se concentrant légèrement et on le mettra de cette manière un terme à l'activité des concepts. La source même de ces concepts sera purifiée à l'aide du regard. L'expérience fondatrice du calme. L'expérience directe que l'on fait alors est celle du calme apaisant, que l'on compare à un état de suspension des concepts, à une non-discursivité fondatrice illustrée par l'image d'un lac sans vagues et dont la surface n'est pas troublée par le vent. En outre, étant donné que l'on connaît désormais la nature du discernement et sa capacité à distinguer le pur de l'impur, on parvient à une sorte de maîtrise spirituelle et immédiate qui nous évite de retomber dans les mouvements discursifs et la grossièreté des concepts, etc. Cette expérience est appelée simplement calme mental, à ne pas confondre avec l'état naturel lui-même ou induction de l'aise naturelle du souffle du discernement.
Certains adeptes développent un grand attachement pour cette expérience et la postulent comme étant la quintessence même de la méditation. Or, les conseils des maîtres et des patriarches expérimentés dans la pratique de l'état naturel et habiles à guider les disciples sont de ne pas s'attacher au calme et de pratiquer sans considérer les mouvements discursifs comme des défauts. La contemplation de l'état naturel ou vision supérieure. Dans la pratique, le point essentiel consiste à éprouver tout ce qui apparaît comme se libérant dès son émergence et à comprendre que tous les mouvements et les projections discursives sont dénués de nature propre. D'un certain point de vue, ces concepts mouvants participent de la clarté de l'esprit, de son aspect dynamique dont l'essence est foncièrement vide. Ce vide est l'état nu de l'esprit, sans objet, profondément indicible et vierge d'élaboration. Ainsi, en réalité, l'éclat de l'état naturel s'exprime de manière incessante, émergeant de multiples formes qui peuplent l'esprit, ses perceptions, etc. Toutefois, l'essence même de ces manifestations s'avère vide, dépourvue d'objet et libre des fonctions de l'intellect. La capacité à ne pas se départir de cet état est ce que l'on désigne comme la vision supérieure. Le principe de la pratique va alors consister à demeurer aussi longtemps que possible dans cet état, à le cultiver sans recourir à de quelconques artifices, et à méditer en allant, à l'occasion, questionner le maître. L'atteinte ultime de l'éveil vierge d'élaboration. Lorsque l'on s'engage dans de telles pratiques méditatives, il se peut que l'on développe un certain attachement pour les sensations de calme et de délice. Toutefois, il faut éprouver tout ce qui émerge, qu'il s'agisse d'expériences de calme, de mouvement ou de discursivité, comme l'expression dynamique de la vacuité-clarté, tout naissant et se libérant de manière simultanée. C'est de cette manière que l'on acquiert une confiance en soi-même et une capacité à se libérer sans aucune saisie pour ce qui se manifeste. L'un des points clés consistera à confronter notre réalisation aux questions du maître et à vérifier avec lui cette fois-ci par nos propres interrogations la validité de notre réalisation. Il est ainsi bénéfique à l'occasion d'appliquer certains artifices méditatifs de manière à corriger les défauts et à poursuivre la méditation dans la bonne direction. Il faut cependant garder à l'esprit que la réalisation de l'état naturel est à l'image du soleil brillant sans aucune entrave et s'avère insaisissable par le discours. Il se peut que même à ce niveau de pratique, certains yogis s'attachent exagérément à l'affirmation voulant que tout soit vide et qu'ils se trouvent ainsi figés dans une sorte de piège nihiliste. Encore une fois, l'expérience directe de l'union des manifestations et de la vacuité devrait permettre de se débarrasser d'un tel défaut. Même si l'on comprend clairement que tout participe en réalité de notre propre discernement, le moindre attachement à une expérience donnée sera un obstacle à l'obtention du plein éveil. L'expérience à cultiver est celle dans laquelle on réalise que tout ce qui apparaît se libère naturellement, spontanément, à l'image du gel matinal qui fond sous l'ardeur des premiers rayons du soleil. De cette manière, on se purifiera en soi-même de toutes les caractéristiques, et on réalisera alors que ces mêmes caractéristiques participent au corps absolu à travers son déploiement. La pratique des 4 accès naturels. Il existe schématiquement 2 types d'explications se rapportant aux 4 accès naturels. L'un théorique, l'autre pratique, ce dernier étant certainement le plus important, celui qui fonde réellement la mise en pratique de l'éradication de la rigidité. Ces 4 accès seraient présentés ici dans l'optique combinée et résumée des 2 modes explicatifs suivants en cela, et ce partiellement, les données de la transmission orale. Il a néanmoins été souhaitable de les recontextualiser dans une optique plus vaste, les mettant en rapport direct avec l'expérience visionnaire de l'état naturel telle qu'elle est expérimentée dans la pratique du franchissement du pic. Cette approche n'est pas novatrice, à moins qu'elle le soit dans les travaux en langue occidentale, car elle repose directement sur l'immense corpus de l'essence perlée du secret, de Vimalamitra, et plus particulièrement sur le grand tantra intranscriptible, qui est la source de Longshengpa dans plusieurs de ses exposés sur les 4 accès naturels, comme le précieux trésor des mots et des principes. L'accès naturel à la montagne. Techniquement, cet accès naturel à la montagne a trait à la posture. Selon les traditions, il y a ou n'y a pas de posture prédéterminée. D'après la première optique, il faut s'installer dans la posture en 7 points de Vairocana, tandis que pour la seconde, toute posture, toute position du corps est déjà parfaite et ne doit pas être corrigée. Ce qui est certain, c'est que la première optique s'accorde mieux aux capacités des débutants et que la seconde exige déjà un certain niveau d'intégration de l'état naturel qui dépasse l'expérience méditative confinée à une position donnée, une durée de session, etc. L'image de la montagne est employée pour illustrer la grande stabilité que l'on doit avoir, de la même manière qu'une montagne est large et stable à sa base et effilée ronde ou de toute forme imaginable à son sommet.
L'accès naturel est ici associé à la vue, à l'expérience directe du discernement libre de toute influence et parfaitement immuable. Cette vue a aussi un rapport direct avec une montagne très élevée dont le sommet surpasse celui des monts alentours. Le sommet étant la vue de la grande perfection et les monts alentours les autres véhicules. Cette vue est celle de l'espace discernement qui est l'essence même de la sagesse, de la réalité primordialement pure. Elle s'exprime dans les trois modalités que sont la base, la voie et le fruit, mais reste infrangible dans sa nature de disque unique. La position initiale de cet accès naturel par rapport aux trois autres s'explique par l'importance fondamentale de la vue, la méditation, la conduite et le fruit, venant dans un deuxième temps. Cette vue doit être inébranlable, animée d'une connaissance sublimée, capable de trancher les doutes et jouir d'une certitude quant à l'état naturel parfaitement établi, en tant que pureté primordiale de la réalité. Le mode d'être de cet état s'exprime dans une essence qui est discernement vacuité, une nature qui est clarté vacuité, et une compassion qui est manifestation vacuité. Ces trois notions ne sont pas des représentations théoriques. Elles expriment le triple mode de l'état naturel qui fonctionne comme une unité infrangible. Néanmoins, les limitations du discours logique exigent une fragmentation de cette unicité, ce qui explique qu'on les traite ici séparément, comme si elles présentaient des caractéristiques concrètes et exclusives. Sémantiquement, ce phénomène est intéressant car si les champs sémantiques de l'essence, de la nature et de la compassion sont parfaitement délimités, il n'empêche qu'ils se recoupent de manière inévitable dans l'expérience. Celle-ci confirme l'expression unique de l'état naturel. L'accès naturel à l'océan. Dans le langage imagé des tantras, le terme océan désigne les yeux. Ici, l'accès naturel à l'océan renvoie simultanément à la méditation, aux yeux et à la parole. Le rattachement à la méditation s'explique dans la mesure où, grâce à cet accès, l'on sera capable de se libérer des manifestations et de ce qui les cause, de ce qui est vide et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est clair ou ne l'est pas, etc. Il s'agit ainsi d'un état dans lequel les projections et réabsorptions de pensées, d'événements mentaux, etc. sont abolies au profit d'un accès naturel semblable à un océan sans vagues. Cet accès sera facilité par le mutisme complet, une respiration s'effectuant de manière lente et régulière, par la bouche, et une immobilité du regard laissant les yeux ouverts, fixés sur le ciel. Ainsi, cet accès naturel constitue la mise en pratique de l'accès précédent qui était lui-même la vue ou le fondement de celui-ci. Techniquement, après un certain temps de recueillement dans cet état de calme, les yeux ne vont plus appréhender les manifestations extérieures, mais s'absorberont dans la contemplation du dynamisme propre à l'état naturel. Ce dynamisme pourra se manifester de manière visionnaire, anticipant ou faisant ainsi le lien avec la pratique du franchissement du pic, et prouvant s'il le fallait que l'éradication de la rigidité et le franchissement du pic doivent s'effectuer de concert. Ainsi, selon le premier précepte de la tradition de l'essence perlée du secret, de Vimalamitra, il est dit à propos de la contemplation de l'accès naturel à l'océan, citation, « On la laisse dans le calme lui-même, et sans aller au-delà de la contemplation, sa clarté se manifestera sans vaciller et apparaîtra ravissante dans un immense et vaste déploiement universel. Il faudra alors regarder les lampes du coin des yeux, et le discernement fulgurera dans l'espace. » Fin de citation. Le lien avec les visions du franchissement du pic est ici plus que manifeste. C'est en fait l'interruption des projections et réabsorptions qui met un terme aux obscurcissements empêchant la reconnaissance du discernement. En demeurant immobile et en cultivant sans artifice cet état naturel, on parviendra à cet état naturel qui est la porte ouverte aux visions irisées de notre véritable essence. L'accès naturel au discernement. Selon les cycles concernés, cet accès naturel au discernement est associé à la notion de conduite, mais plus réellement à l'aide d'intégration véritable à l'état naturel. Il signifie demeurer dans l'état transcendant du discernement, par-delà la discursivité et la frénésie des événements mentaux ordinaires. Dans la pratique, il va s'agir d'exercer une très légère pression sur les yeux et de regarder en coin de manière à maîtriser les chaînes adamantimes qui forment l'expression réelle du discernement. Comme en témoignent des tantras tels que le grand tantra intranscriptible, la pression doit être suffisamment forte pour provoquer l'émergence des manifestations phosphéniques. En relâchant la pression des doigts, on demeure simplement dans l'état naturel, en contemplant les expériences visionnaires qui se déploient devant nous. La direction du regard se fait en coin, les yeux étant fixés sur le ciel. De cette manière, on verra apparaître des disques lumineux, les chaînes adamantimes, puis des corps divins, etc. Le lien avec les visions du franchissement du pic est ici encore clairement démontré. L'accès naturel aux visions.
Cet accès naturel aux visions consiste en l'intégration des lumières quinticolores qui forment l'éclat naturel de la sagesse. Ces lumières se présentent sous la forme de visions de soirée, etc., d'une grande intensité. Intérieurement, le yogi, absorbé dans les visions de son propre état primordial, n'est plus la proie de l'agitation ou de la torpeur. Il ne s'attache à rien et ne saisit plus rien, y compris les expériences de délice, de clarté et de non-discursivité. Ainsi, cet accès naturel est considéré comme le fondement de toutes les visions. On le nomme aussi accès naturel au discernement de Vajrasattva. Dans la pratique, ces 4 accès doivent être abordés conjointement et non de manière séparée. Ils sont présentés ici de manière séquentielle afin de bien mettre en lumière les points clés à adopter lors d'une retraite ou d'une session de méditation quotidienne. L'idéal est de se donner le temps nécessaire à la stabilisation effective de l'état naturel et à la reconnaissance du développement naturel de son dynamisme visionnaire. L'emploi conjoint des 4 accès naturels devrait favoriser cette intégration et cette reconnaissance de manière relativement aisée au cours d'une retraite solitaire. Il faudra ainsi réunir les circonstances propices à un isolement parfait pour pouvoir se concentrer et se relaxer dans cette quadruple pratique, avant de s'engager dans l'expédition vertigineuse des principes du franchissement du pic. C'est en effet l'état même de l'éradication de la rigidité qui est le terrain, le fondement et l'état d'esprit purissime dans lequel on doit se trouver pour aborder les formidables déploiements visionnaires de la grande perfection ultime.